Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une saga que j'ai commencée en novembre. Il s'agit de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome que j'ai d'ailleurs lu en lecture commune, mais c'était vraiment une très bonne lecture, donc il me tarde vraiment de lire la suite. Et en fait, je voulais faire une vidéo pour vous donner vous aussi envie de commencer la saga. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en avant 5 bonnes raisons de commencer Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, j'espère que ça va vous donner envie de découvrir cette saga qui, pour l'instant, est vraiment super cool. Alors je profite de l'introduction pour vous dire aussi que en fait c'est une saga qui fait 10 tomes, qui est terminée et qui est éditée en France aux éditions Léa. Et voilà, pour l'instant on a 6 tomes de parus. Je crois que l'objectif des éditions Léa c'est de publier 2 tomes par an, donc un tous les 6 mois. Et avant de rentrer dans le vif de la vidéo, je voudrais vous faire quand même un bref résumé du tome 1 parce que je pense que sans ça vous allez être un petit peu perdu par la suite. Alors en fait dans le tome 1 du livre des martyrs, on va débouler au milieu d'un univers très très vaste et on va surtout suivre l'Empire malazéen qui est un empire très grand, qui est gouverné par l'impératrice Lacine qui a pris le pouvoir de force en fait en trahissant et assassinant l'ancien empereur. L'empire malazéen qui est déjà très grand est encore en train de s'étendre et en fait on est en pleine campagne de conquête et on va suivre en fait un certain nombre de personnages de l'armée malazéenne qui sont envoyés sur le continent de Genabakis, je crois que c'est ça, pour en fait s'emparer du continent et notamment s'emparer de la ville du Darujistan qui est une ville très riche. Et donc dans ce tome 1 on va grosso modo suivre des personnages de l'armée malazéenne, donc des soldats, des nobles, des dirigeants mais également des magiciens qui vont partir vers le Darujistan en infiltration pour essayer en fait de faire tomber la ville aux mains de l'Empire. Et parallèlement on va suivre des personnes qui sont au Darujistan, donc là encore des assassins, des voleurs, des nobles etc. qui vont, qui savent que l'armée malazéenne est en route et qui vont essayer de comploter, de faire des choses pour que la ville reste libre. Et voilà en gros les enjeux du tome 1. Alors la première bonne raison que je peux vous donner pour vous lancer dans la saga du livre des martyrs, c'est que vraiment l'univers est super intéressant. C'est un univers qui est extrêmement vaste, extrêmement riche, extrêmement complexe, extrêmement dense. En fait c'est un univers qui s'étend énormément à la fois géographiquement parce que c'est un univers qui se compose de plusieurs continents extrêmement grands, mais c'est également un univers qui s'étend dans le temps, puisqu'en fait dans cet univers il y a des humains, il y a plusieurs races, mais il y a aussi des dieux qui sont du coup là depuis, qui sont là depuis un bail et qui manigancent leurs petites histoires, leurs petites affaires au milieu de leur garenne depuis des siècles et des siècles. Et du coup toutes ces manigances des dieux qui vont avoir des répercussions dans le présent en fait ont des racines qui remontent à des siècles ou qui remontent encore plus loin que des siècles. On a également dans cet univers plusieurs races, en fait on a des races anciennes, des races disparues, des races fondatrices qui du coup là encore ont toute une histoire qui remonte à il y a très longtemps et dont en fait on apprend des bribes au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je dis qu'on s'étend vraiment dans l'espace et dans le temps. Alors c'est un univers qui est vraiment très sombre que je pense qu'on peut qualifier de dark fantasy et on a de la magie dans cet univers et en fait la magie est liée aux dieux. Les dieux sont organisés par sorte de famille royale et chaque famille royale va régner sur sa garenne. La garenne c'est un endroit un peu bizarre, c'est un endroit de pouvoir en fait qui est à la fois une espèce de réservoir de pouvoir mais qui est également un véritable lieu, un endroit qui simplement n'existe pas sur le même plan d'existence que la vie humaine. C'est un petit peu un endroit qui existe dans un espace-temps différent que la vie normale, que les humains etc. Et en fait c'est à l'intérieur de cet endroit, donc c'est à l'intérieur des garennes que vivent les dieux et certains humains ont le pouvoir en fait de se lier à des garennes, de rentrer dans la garenne et en fait c'est en se liant à une garenne qu'ils peuvent tirer du pouvoir. Donc voilà, c'est assez spécial comme système de magie mais pour l'instant c'est vraiment très intéressant puisque comme chaque famille royale a sa garenne, il y a également du coup des garennes qui se sont effondrées, des garennes qui se sont qui ont disparu. Il y en a qui sont plus récentes, il y en a qui sont plus anciennes et du coup il y a vraiment toute une géopolitique des garennes et du pouvoir magique à l'intérieur de l'univers qui est hyper intéressant. Et dans le tome 1 on a encore que des bribes de tout ça et ça promet vraiment d'être développé dans les tomes suivants et d'être hyper intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait il y a plusieurs races, donc nous on va surtout suivre les humains, mais en fait les humains sont régulièrement en contact avec d'autres races humaines ou non, certaines qui sont disparues, certaines qui sont presque disparues, certaines qui sont anciennes et en fait chaque race va avoir ses coutumes, son histoire, ses croyances, sa magie et en fait à chaque fois l'histoire de ces peuples et du coup toutes les intrigues nécessairement qu'il y a au sein de cette histoire vont venir se mêler à la grande histoire et à l'histoire de l'Empire malazéen, sachant qu'en plus dans le tome 1 on ne découvre en fait qu'une infime partie de cet univers puisque globalement dans le tome 1 on est autour de la ville du Darujistan et en fait tout ce qu'on apprend sur l'univers c'est des bribes que nous balance un petit peu l'auteur comme ça et qui nous laisse miroiter que l'univers est encore plus vaste, encore plus grand. Alors la deuxième raison que je vais invoquer pour essayer de vous convaincre de débuter le livre des martyrs, c'est le fait qu'en fait l'intrigue est vraiment extrêmement riche. Alors si l'intrigue est aussi riche,
c'est parce que en fait, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un univers qui est très très vaste, mais également parce qu'en fait on va suivre énormément de personnages, ce qui fait qu'en fait on va avoir une intrigue avec vraiment beaucoup de ramifications. Alors dans le livre des martyrs, on va suivre plusieurs groupes, et en gros on va voir le groupe des Malaisiens et le groupe des habitants du Darujistan. Et en fait là où ça va devenir intéressant, c'est qu'à chaque fois au sein du grand groupe, on va en avoir des plus petits qui vont avoir leurs propres intérêts, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec une vingtaine, je dis une vingtaine mais probablement peut-être plus une trentaine de personnages avec leurs propres intérêts et leurs propres motivations, ce qui va créer tout un tas de sous-intrigues, de ramifications de l'intrigue qui vont faire que voilà, on est sur une espèce d'immense bordel. Et du coup on va suivre les luttes internes et externes de l'Empire malaisien, puisque à la fois on va suivre la lutte externe, c'est-à-dire la guerre de conquête de l'Empire malaisien contre le Darujistan et au Guénabakis, mais on va également suivre toutes les luttes internes de l'Empire, dont notamment les conflits entre l'impératrice et les brûleurs de ponts. On va également suivre les conflits à l'intérieur de la guilde des magiciens, parce que clairement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pareil au Darujistan, en fait, il va y avoir tout un tas de groupes d'intérêt, et on va suivre du coup l'opposition entre les personnes qui veulent céder la ville à l'Empire et essayer de du coup se faire une place au pouvoir, et les autres personnes qui vont vouloir se battre pour garder leur ville libre. Et on va également suivre tout un tas de conflits politiques, de conflits entre les assassins, de conflits entre les voleurs, de conflits entre les voleurs et la cabale magique, etc. etc. Et en plus de toutes les histoires humaines qui déjà forment une espèce de gros nœud inextricable, enfin un énorme bordel, on a également les dieux qui du coup, comme je le disais, sont là depuis des milliers d'années et qui en fait ne se contentent pas de rester tranquillement dans leur coin, mais vont venir intriguer au milieu des humains en envoyant des objets magiques, en envoyant des émissaires, en prenant possession de certaines personnes pour venir encore rajouter un petit peu de foutoir dans les affaires humaines, d'autant plus que c'est impossible de savoir quels sont les véritables intérêts des dieux dans tout ça. Est-ce qu'ils sont pour ou contre l'Empire malaisien? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt une vision à grande échelle? Est-ce qu'ils travaillent pas pour un projet qui daterait de longue date et qui finalement n'aboutirait que dans quelques siècles? Bref, du coup c'est vraiment un immense bazar, mais c'est du coup ce qui fait la richesse de cette intrigue, et c'est également là qu'est en fait une grande partie du charme de la saga. Donc voilà. Alors maintenant on passe à la troisième bonne raison de découvrir le livre des martyrs, et il s'agit de l'originalité, parce que vraiment je trouve que c'est un univers, une intrigue et une manière de construire l'intrigue qui sont vraiment très originales. Alors j'ai trouvé que l'univers était assez original, parce qu'en fait on est avec un univers avec des ingrédients assez classiques de la fantasy, mais un petit peu twisté, ce qui fait qu'en fait c'est un univers qui est vraiment unique et qui on voit en fait qu'il a été totalement créé et totalement imaginé vraiment du début, de A à Z par l'auteur, et qu'il s'est pas contenté de reprendre des éléments déjà connus. Notamment en fait par exemple je vous ai dit qu'il y avait plusieurs races dans cet univers, et par exemple on n'est pas sur les races classiques de la fantasy, on va pas retrouver des elfes, des nains, des orques, des machins, tout ça. Ce sont vraiment des races qui ont été entièrement inventées par l'auteur pour cet univers là. Tout a vraiment été inventé pour cet univers là qui est du coup totalement unique. J'ai bien aimé, j'ai trouvé assez original aussi le traitement de la guerre dans la saga, puisqu'en fait on va suivre un groupe de guerriers, mais on va suivre un groupe de guerriers désabusés. En fait on va pas suivre un groupe de soldats qui va combattre pour un idéal, on n'est pas sur une opposition du bien et du mal, on est vraiment sur des soldats de métier qui sont là depuis des années, qui sont totalement désabusés et qui en fait vont faire la guerre, pas par foi, pas par idéal, pas pour combattre pour quelque chose qu'ils trouvent juste, mais en fait simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et j'ai trouvé du coup que ce traitement du soldat et de la guerre était vraiment original, parce qu'en fait ça nous éloignait assez du schéma épique traditionnel de la fantasy où on va avoir une grande guerre du bien contre le mal. Autre chose que j'ai trouvé plutôt original, c'est aussi le traitement de l'aspect politique dans la saga. Quand on pense fantasy politique, on va notamment penser à des choses comme Game of Thrones, où on va suivre en fait les dirigeants du monde, on va suivre vraiment les nobles, les hauts placés, ceux qui travaillent en politique mais à des hauts postes de pouvoir. Et en fait dans le livre des martyrs c'est pas tout à fait ça non plus, puisqu'en fait on va suivre assez peu de hauts personnages, de personnages haut placés. On va surtout suivre en fait les intrigues politiques, mais des sous-fifres en fait, des soldats, des sergents. Et c'est assez intéressant du coup, parce qu'en fait on va pas suivre les personnages qui prennent les décisions, on va suivre les personnages qui subissent les conséquences de ces décisions. Et du coup va y avoir aussi toute une espèce de regard distancié par rapport au jeu politique, une espèce de réflexivité du jeu politique, puisqu'en fait on est sur des personnages qui se sentent très bien en fait, qui savent très bien, qui sont très lucides sur le fait qu'ils sont des pions aux mains des grands décideurs de ce monde, et qui en fait ont un regard assez critique là-dessus. Alors je dis pas qu'on va pas suivre de hauts dirigeants, parce qu'on va notamment voir un petit peu le bras droit de l'impératrice, mais par exemple l'impératrice on va la percevoir que 2 fois, et voilà, globalement on va surtout suivre des sergents, des magiciens, des petites mains de l'empire. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'on suive les intrigues politiques à petite échelle, les intrigues des petits groupes, mais en fait
que les intrigues politiques à grande échelle, les intrigues des dieux, les intrigues des empereurs, finalement on ne les voit pas décider, on en voit surtout les conséquences. Autre chose de particulièrement original dans cette saga, mais qui est aussi un des éléments qui fait que c'est une saga assez exigeante et qui est pas facile à prendre en main, c'est l'originalité dans la manière en fait dont le lecteur va recevoir les informations que lui donne l'auteur, puisqu'en fait l'auteur ne nous facilite jamais rien, au point que c'en est même un peu pénible parfois. En fait dans la saga on n'a aucun passage explicatif sur l'univers, on doit vraiment tout comprendre tout seul. Vous savez, dans les sagas fantasy, quand l'auteur il veut faire découvrir quelque chose au lecteur, il veut lui faire apprendre quelque chose sur l'univers, et en fait du coup pour cela il va mettre en scène deux personnages, un qui va poser une question, oui mais du coup c'est quoi la guerre de machin machin, et l'autre personnage qui va tout lui raconter. Et bah ça dans le livre des martyrs on n'aura absolument jamais. En fait les personnages vont agir exactement comme s'il n'y avait pas de lecteur, comme si on n'était pas là, ce qui fait qu'ils vont citer des événements, ils vont évoquer des événements, mais ils vont jamais rien expliquer parce qu'en fait la personne en face d'eux, enfin eux ils savent de quoi ils parlent, du coup ils ont pas besoin de l'expliquer, et donc du coup bah nous en tant que lecteur on doit vraiment raccrocher tous les wagons tout seul, et c'est vrai que c'est assez fastidieux, mais en même temps je trouve que c'est vraiment super intéressant comme idée, et que je trouve que c'est assez intéressant en fait cette espèce de parti pris de l'auteur de pureté du texte où on fait vraiment comme si le lecteur n'était pas là, et ça participe aussi à une espèce d'expérience de lecture assez atypique où en fait on voit vraiment l'histoire se dérouler et on en est totalement témoin, mais on n'a aucune interaction avec, et c'est assez, je sais pas, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà pour la partie sur l'originalité. Alors je suis sûre que j'aurais pu trouver d'autres éléments à rajouter, mais voilà, là j'ai juste parlé des choses qui m'étaient venues en tête en premier. Et maintenant je vais donc vous parler de la quatrième raison pour laquelle selon moi il faut découvrir le livre des martyrs, et cette raison c'est le fait que toujours selon moi c'est une saga qui est devenue un incontournable de la fantasy. Alors pour moi le livre des martyrs c'est une saga incontournable parce qu'en fait c'est une saga qui est vraiment extrêmement exigeante, et je pense qu'en fait quand on est un amateur de fantasy, quand on est un lecteur de fantasy, ça peut être assez intéressant de découvrir le livre des martyrs pour un petit peu se frotter à cette espèce de mastodonte, pas dans un but de prouver quoi que ce soit. Et ce que je veux dire c'est pas non plus que c'est une saga qui est supérieure aux autres, enfin vraiment mon propos c'est pas de dire le livre des martyrs c'est super exigeant et super complexe donc c'est une saga qui est supérieure aux autres. C'est une saga en fait qui est assez hors norme dans l'exigence et dans l'ambition en fait de l'auteur, et du coup c'est pour ça que c'est une saga qui est aussi intéressante, mais ça veut absolument pas dire qu'elle est meilleure que tout le reste ou que tout le reste c'est plus nul. Mais en fait c'est une saga qui est incontournable parce qu'elle a vraiment des caractéristiques assez uniques. Le fait qu'elle soit aussi ambitieuse et que la lecture soit aussi exigeante, ça en fait vraiment quelque chose d'assez particulier dans la fantasy. De la même manière que pour d'autres raisons, l'Assassin Royal a une place particulière dans la fantasy, ou que le Sorceleur, ou que le Seigneur des Anneaux, ou que la Roue du Temps. En fait c'est pas des sagas qui sont... Enfin le but c'est pas de dire que ce sont des sagas qui sont supérieures aux autres, c'est qu'en fait elles ont des particularités, des caractéristiques qui sont très marquées et qui font qu'elles se démarquent du reste de la fantasy et qu'elles deviennent un petit peu des incontournables justement pour ces raisons là. Et c'est la même chose avec le livre des martyrs en fait. Mon but c'est pas de dire que c'est le meilleur de tous et tout, même si je trouve vraiment que c'est une saga qui a énormément de qualité, enfin après j'ai lu que le tome 1, mais voilà, c'est juste qu'en fait c'est une espèce de démesure de l'univers, et l'exigence, l'ambition de l'auteur en font quelque chose d'assez... lui donne en fait une place particulière dans la fantasy, et probablement aussi dans l'histoire de la fantasy, parce que bon je mettrai pas ma main au feu, mais je pense quand même que c'est une saga qui va voilà, rentrer dans l'histoire de la fantasy et qui sera connue plus tard dans quelques années comme un classique. Et à côté de ça je trouve aussi que c'est une saga qui par son originalité et sa complexité permet d'être un bon point de réflexion pour réfléchir au reste du genre. Donc voilà, c'est tout pour ce point là, et je vais maintenant pouvoir vous parler de la cinquième raison, qui est qu'en fait même si j'ai dit que c'était extrêmement complexe et que c'était une lecture exigeante, et malgré tout ça en fait c'est vraiment pas si difficile à lire. Alors évidemment je dis que c'était pas si difficile à lire, mais c'est quand même à nuancer. Je dis pas non plus que c'est une lecture qui est facile ou qui est accessible pour les lecteurs qui débutent en fantasy. Je dis juste, en fait mon idée c'est juste de dire que par rapport à l'immensité de l'univers, à la complexité de l'intrigue, à la multitude de personnages qu'on a, en fait c'est-à-dire que le ratio complexité de l'univers et difficulté de la lecture est plutôt en la faveur du lecteur, puisque par rapport à tout ce qu'on va ingurgiter comme information, je trouve que la difficulté de lecture est pas si élevée, même si elle reste quand même assez élevée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression, moi quand je l'avais pensé dans ma tête ça me paraissait clair, et maintenant que je vous le dis je me dis qu'on comprend rien du tout à ce que je raconte. Alors personnellement la première fois que j'ai voulu lire le livre des martyrs c'était en fait quand le tome 1 est sorti, donc ça remonte un petit peu, et en fait j'avais lu les 200 premières pages et j'avais pas réussi à accrocher parce qu'en fait la difficulté ne compensait pas mon plaisir de lecture, et j'avais trouvé ça trop difficile pour moi, j'étais pas vraiment dedans en fait, j'étais pas vraiment motivée.
Du coup j'avais trouvé ça trop difficile et j'avais abandonné. Mais la seconde fois que j'ai pris le livre, donc en novembre pour la lecture commune, en fait je suis tombée dedans direct. J'ai été tellement happée par l'univers, j'étais vraiment motivée pour le lire, j'en avais vraiment envie et du coup toute cette motivation a fait que la difficulté est passée beaucoup plus facilement et que j'ai même pas eu tant de difficultés que ça à lire et que j'ai même été étonnée de la fluidité et de ma facilité à avancer dans l'univers. Alors en fait de mon point de vue la difficulté ça va surtout être le très très grand nombre de personnages parce qu'on a vraiment beaucoup de personnages et c'est vrai que c'est difficile d'assimiler les noms, les allégeances, qui travaille avec qui officiellement mais officieusement qu'est-ce qu'il fait, etc. Et en fait heureusement pour ça on a un glossaire à la fin et vraiment le glossaire nous a sauvé la vie pendant la lecture commune. Et finalement je trouve qu'en utilisant le glossaire, donc chose que je n'avais pas faite lors de ma première lecture, finalement on s'en sort assez bien. Alors c'est vrai que les deux premiers livres sont assez difficiles. Je parle de livres parce qu'en fait c'est un tome qui est divisé en livres à l'intérieur. En fait les deux premiers livres sont plus compliqués parce que dans le premier livre on va rencontrer tous les personnages de l'Empire malaisien et dans le deuxième livre on va rencontrer tous les personnages du Darujistan. Et du coup c'est vrai que ces deux premiers livres sont un petit peu plus ardus parce qu'en fait c'est eux qui vont nous faire rencontrer tous les personnages, qui vont poser toutes les bases des allégeances, des complots, des intrigues, etc. Des deux milieux du Darujistan et de l'Empire malaisien. Mais une fois que ces deux livres sont passés, qui sont quand même assez compliqués, on va pas se mentir, et après je trouve que finalement le plus dur est passé et que ça se passe plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ces 5 raisons vous ont donné envie de découvrir le livre des martyrs. Après voilà, mon idée c'était pas de dire que le livre des martyrs c'est absolument parfait, qu'il n'y a pas de défauts, parce que c'est une saga qui a des défauts, notamment dans les défauts du tome 1, je trouve qu'en fait on a tellement de personnages que certains sont pas très bien caractérisés et que du coup certains personnages ne sont qu'un nom que finalement on n'arrive pas tellement à identifier au milieu de tous les autres. Alors je comprends qu'en fait c'est qu'un tome 1 qui fait 500 pages et qui permet déjà d'introduire énormément de choses, et je comprends aussi qu'en fait tous ces personnages qui sont que évoqués dans le tome 1 vont prendre de l'importance dans le reste des tomes, dans le reste de la saga, et du coup peut-être qu'à l'échelle de la saga ce débordement de personnages prend sens, mais pour moi dans le tome 1 ça reste un défaut de lecture parce que du coup il y a tellement de personnages que certains finalement ils se noient un petit peu dans la masse et je trouve que c'est assez dommage. Autre chose que j'ai vraiment pas aimé c'est en fait cette espèce d'attitude de l'auteur. Je suis très exigeant et j'assume ça, que j'ai trouvé assez pénible en fait. J'ai pas de problème à lire une lecture exigeante, mais j'ai du problème avec cette espèce d'attitude de l'auteur de vraiment je veux pas faciliter la vie à mon lecteur. Déjà au niveau théorique ça me pose problème cette espèce d'élitisme, et du côté pratique aussi parfois c'est un peu pénible parce que du coup on a des passages du livre qui sont excessivement ardus et qui auraient pu être très simplement simplifiés et du coup rendre la lecture un peu plus agréable au lecteur. Mais voilà, je comprends que c'est un parti pris de l'auteur et je comprends du coup les qualités que ça donne à son œuvre, mais voilà, je trouve pas ça ouf. Alors autre chose qui m'a déçue et qui pour le coup là n'a rien à voir avec cette espèce d'élitisme du livre, c'est qu'en fait dans la deuxième partie du tome 1 on va avoir toute une montée en puissance qui va déboucher sur une série de combats et de duels magiques, et en fait je trouve que toute cette tension qui s'accumule et qui monte retombe un peu comme un soufflet parce que justement ces duels magiques qu'on va avoir sont pas franchement très impressionnants. Enfin personnellement je suis un peu passée à côté, j'ai trouvé que l'action était pas forcément hyper lisible et que voilà en fait par rapport à toute la montée en puissance qu'on avait eue c'était assez décevant. Alors maintenant pour conclure, parce qu'il faut vraiment que j'arrête de parler, globalement c'est une lecture qui du coup malgré quelques points négatifs que bon voilà faut pas nier, faut quand même en parler, qui m'a vraiment convaincue et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un univers que j'ai adoré découvrir et surtout en fait j'ai vraiment super hâte de découvrir la suite. J'ai vraiment très envie d'en découvrir plus sur cet univers, de découvrir l'histoire de cet univers, de retrouver les personnages, de voir à nouveau comment les intrigues vont se croiser, se recroiser, etc. Ça va être tellement ouf. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de découvrir à votre tour le livre des martyrs. J'espère que la vidéo vous a plu et voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.